Alors, deuxième chapitre sur les trois que comporte ce module Money Management. Eh bien, on va passer maintenant dans la partie la plus, j'ai envie de dire, croustillante, la plus importante et qui fait un petit peu le cœur de la philosophie de la stratégie Darwin Trading. C'est le fameux ratio risque-récompense. D'une manière générale, c'est vrai que j'aime bien, notamment dans la dernière version de ma masterclass Dark Trader, donc la stratégie Dark Trader, quel que soit le type de pattern que j'enseigne dedans, d'avoir un bon ratio risque-récompense. Je suis content d'en avoir un, j'ai tendance à privilégier ces trades-là. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse, que je trouve sur lequel j'avais commencé déjà à avoir une certaine forme d'intérêt. Il y a eu une période dans laquelle j'étais pas vraiment intéressé, je dois le reconnaître. Il y a encore quelques années dans mon trading, c'est quelque chose que je regardais pas, que je considérais pas forcément comme pertinent. Et puis bah, les choses évoluent, on s'améliore, même moi je continue de m'améliorer. Peut-être qu'aussi les marchés évoluent un petit peu aussi et qu'il faut s'adapter. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment une mine d'or à la fois technique mais aussi psychologique, vous allez comprendre pourquoi, dans l'établissement d'un ratio risque-récompense qui va être tellement strict qu'il va conditionner à lui seul le fait de prendre un trade ou pas. Comment est-ce que ça va se passer? Vous allez voir qu'en fait c'est assez simple, mais la logique derrière est très intéressante et je vais essayer de la décrire et de la développer au mieux. Donc cette règle de déclenchement, on pourrait croire qu'au point où on en est maintenant, on a tous les éléments pour prendre des positions. Eh bien non, il y a encore un dernier élément pour décider si on prend le trade ou pas. C'est le ratio risque-récompense. Donc la règle qu'on va mettre en place, c'est que vous allez regarder, après avoir placé votre niveau, c'est pour ça qu'on a commencé par ça, après avoir placé vos niveaux, regardez si oui ou non, sur ce trade, vous allez avoir un ratio risque-récompense de minimum 1 pour 3. Donc 1 de risque pour 3 de récompense. Alors le 1 de risque, c'est toujours 1 de risque quoi qu'il en soit, puisqu'on définit la taille de position en fonction de la distance du stop. En revanche, est-ce que ma récompense est au moins à 3 fois mon risque? C'est-à-dire que mon take profit est à au moins 3 fois la distance de mon stop. Donc comme je vous le disais en introduction, votre nouvel outil favori qu'on va utiliser pour mesurer ça sans se casser la tête, c'est l'outil position. Alors il est disponible sur l'outil cotation en bourse. Il est disponible également sur TradingView. Il y aura très probablement un équivalent de cet outil ou au moins un outil règle dans la plupart des outils graphiques de vos courtiers. En ultime recours, faites-le à la main, mais normalement, vous devriez toujours arriver d'une façon ou d'une autre à trouver une façon rapide d'utiliser cette mesure-là. Donc, je vais vous montrer sur l'outil cotation en bourse et donc TradingView comment est-ce que ça fonctionne. On va prendre en cas de figure plusieurs trades, des trades où ça marche et des trades où ça marche pas. Enfin, comment dire, des trades où c'est bon, ça valide l'entrée en position et des trades où ça invalide l'entrée en position. Donc, on va commencer là avec les deux trades qu'on avait définis. Donc là, ici, on a un trade potentiel ici. On place les niveaux. Donc, le stop ici, le niveau jaune qui correspond au niveau de déclenchement, le break-even ici. Et pour l'instant, celui-là, on s'en préoccupe pas. Le niveau de take profit, le premier niveau de take profit. Donc, premier niveau de take profit sur la stratégie de contre-tendance, c'est légèrement à l'intérieur des bandes de Bollinger blanches en face. Donc là, on va utiliser l'outil mesure, donc, qui est à gauche. Alors j'espérais de penser à bien cadrer à ce moment-là la caméra pour que vous puissiez le voir. Sinon, il est à peu près à mi-hauteur dans le panel d'outils à gauche dans l'outil cotation, enfin l'outil TradingView. Et là, vous allez choisir, donc on est sur une opportunité d'achat, donc une position longue. Si on était sur une opportunité de vente, on choisirait la position short. Donc on choisit position longue, pardon, et on va cliquer exactement sur le niveau jaune qui est notre niveau d'entrée en position, comme ceci. Bon là, je vais avancer comme ça, même si on voit la suite, juste pour que ce soit plus confortable à visualiser. Donc là, c'est notre niveau de déclenchement. De défaut, vous voyez qu'il est à 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il a mis une distance en rouge et une distance en vert. Nous, on va l'ajuster évidemment pour que ça corresponde à notre niveau de stop et de take profit. Donc on va remonter ici le niveau de stop pour le mettre pile au niveau de notre stop et on va remonter également le niveau de take profit pour le mettre à notre niveau de take profit sur le vert ici. Une fois que c'est fait, quand vous passez votre souris sur cet outil-là,
vous allez avoir le ratio risque-récompense qui va s'afficher ici. Alors, je vais changer dans les options pour que ça soit bien. Voilà, je peux le mettre en mode compact. Voilà. Par défaut, il est comme ça. Et là, vous voyez que c'est écrit ratio risque-récompense 4,11. C'est-à-dire que vous avez un ratio entre la hauteur du stop ici et la hauteur de la récompense ici, donc du take profit, de 4,11. Ça veut dire que la distance du take profit est 4,11 fois supérieure à la distance du stop. Donc, on est au-delà des 3 fois minimum qui sont requis. Donc, c'est bon. On peut prendre ce trade. Ce qui est génial avec cette méthode de filtrage là, entre guillemets, enfin, cette méthode de sélection, on n'est même pas dans du filtrage, là on est dans la sélection d'opportunités, ça fait partie intégrante de la règle, c'est que vous vous assurez que 100% de vos trades, puisque c'est vous qui allez le décider, sont au moins, je dis bien au moins, à 3 fois de récompense pour le stop. Ça, c'est absolument magique pour 2 raisons. La première raison, c'est que naturellement, en sélectionnant ces opportunités, donc c'est ce que j'ai écrit ici, donc pourquoi? Pour 2 raisons. Ça aide, première raison, à identifier une profondeur de correction suffisante. C'est-à-dire qu'on s'assure, avec cette distance-là, qu'on est, vous voyez, là où on a une profondeur de correction, et que donc on est bel et bien dans un niveau extrême. Donc c'est un petit peu comme une indication supplémentaire avec celle des bandes de Bollinger pour être sûr qu'on a une belle profondeur de correction, donc on a une belle distance bien marquée et bien visible sur lequel on peut aller récupérer entre guillemets un niveau précédent qui en l'occurrence est la baisse qu'on a eue juste avant d'atteindre ce niveau-là. Donc ça assure d'avoir cette profondeur de correction là. Ça marche, ce système de profondeur de correction marche aussi bien dans les trades en contre-tendance qu'en tendance. On va faire la mesure après dans des exemples de trades en tendance, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le premier intérêt, c'est la première validation. Et la deuxième intérêt, c'est que ça va lisser, alors ça c'est un petit peu subtil, ça va lisser la granularité de votre évolution de capital. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va lisser la granularité de votre évolution de capital. Je vais faire un petit dessin, je vais me mettre dessous ici. Donc on va reproduire une espèce de graphique qui va indiquer, qui sera un graphique qui représenterait l'évolution de votre capital dans le temps au fur et à mesure que vous prenez et fermez des trades en gain ou en perte. Donc ça, c'est votre quantité de capital qui va évoluer dans le temps en ordonnée et en abscisse. Il y a des courtiers qui vous proposent de la visualiser, cette évolution de capital. Pas tous, mais certains. C'est bien pratique d'ailleurs quand ils le proposent. Et ça, c'est le temps qui passe. Donc évidemment, en fonction du temps qui passe, vous commencez, vous déposez, mettons, 1000 euros chez votre courtier. Vous êtes ici. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a 1000 euros de capital ici. Par un exemple théorique. Voilà. En fonction de l'évolution du temps et de vos trades, vous allez faire des trades gagnants, des trades perdants, des trades gagnants, des trades perdants. Et donc, votre capital va monter ou descendre. Et normalement, si vous faites bien votre travail, dans la durée, globalement, même si tous les trades ne peuvent pas être gagnants, globalement, votre capital va augmenter de plus en plus. Et donc, vous allez faire des profits et vous allez pouvoir gagner de l'argent avec le trading. C'est quand même un petit peu le but à la base. Voilà. En fait, il y a ce que j'appelle la granularité dans l'évolution de votre capital, et qu'elle soit lisse ou pas lisse. Que se passe-t-il? Donc là, je vais effacer ce que je viens de faire. Que se passe-t-il si vous utilisez une stratégie classique, j'ai envie de dire, et un mode d'entrée en position classique, dans lequel vous êtes sur un ratio risque-récompense de 1 pour 1, ce qui est généralement le cas dans la plupart des stratégies, où quand on ne définit pas spécialement de ratio risque-récompense, naturellement, on se retrouve souvent à 1 pour 1. C'est-à-dire que quand on va prendre ce profit, on est à peu près à la même distance que quand on va encaisser sa perte. Si on fait comme ça, comment est-ce qu'évolue notre capital? Notre capital, il va évoluer également en cran de 1 pour 1. C'est-à-dire que quand vous allez prendre un gain, il va être d'un montant, et quand vous allez prendre une perte, il va être du même montant dans l'autre sens. Donc vous allez avoir 2 crans qui vont être « je gagne », je perds. Ça fait comme ça. Si je fais un gagnant, un perdant, je suis revenu au niveau initial. Si j'ai un 1 pour 1 en risque ou en perte ou en gain. Je gagne, je perds. Je gagne, je gagne, je perds. En imaginant que la stratégie, malgré tout, se passe plutôt bien, mais si ça rend les comptiers, je perds encore une fois, je suis revenu à 0, je gagne,
je gagne, je perds. Et puis, bon, bah, si les stratégies à plus de 50% de réussite, globalement, vous allez avoir une évolution de capital qui va monter. Ça, travailler comme ça, psychologiquement, cette granularité-là d'évolution de capital, elle est psychologiquement épuisante. Pourquoi? Parce que si vous gagnez un trade et qu'ensuite vous en perdez un, et ben en fait vous êtes revenu à zéro. Donc si vous gagnez un trade puis que vous en perdez un, vous gagnez un trade puis que vous en perdez un, vous avez fait 4 trades et vous êtes toujours à aucune évolution de capital. Si vous gagnez 2 trades d'affilée et que vous en perdez un, vous avez gagné que la moitié. Si vous perdez 2 trades d'affilée, donc là c'est potentiellement si la stratégie se passe bien. Je vais enlever ceux-là. Voilà, il peut arriver aussi, ça peut arriver, de faire 2 trades, même avec une bonne stratégie, ça peut parfaitement arriver de faire 2 trades d'affilée. Donc là, bah, on va être en négatif dans le sens où on va être un capital inférieur au capital avec lequel on avait tradé. Et très rapidement, bah, voilà, que ça a été un peu décourageant psychologiquement. Il va falloir remonter tout ça. Et puis on va en prendre un, et puis on est de nouveau à zéro. Et puis on monte, on bosse, et puis ça redescend un coup. Et puis on est là. On est épuisé, on a fait tout ça, alors on est un petit peu en gain, mais alors qu'est-ce qu'on a sué physiquement et psychologiquement? Voilà un petit peu la problématique quand on ne fait pas attention à son ratio risque-récompense ou qu'on est sur du 1 pour 1. Ça peut fonctionner, mais c'est du sport et c'est psychologiquement, comme je vous dis, très fatigant. Maintenant, que se passe-t-il si on utilise un ratio en utilisant la même stratégie, je dis bien en utilisant la même stratégie, avec les mêmes points d'entrée, que se passe-t-il avec la même qualité, avec la même efficacité d'une stratégie? Que se passe-t-il si on ne choisit de prendre que des trades qui ont un ratio de 1 pour 3 au minimum? Et bien là, on va avoir une granularité d'évolution du capital qui va être un petit peu différente. Que va-t-il se passer? Mettons que là, ici, on commence avec un trade gagnant. Donc du coup, ça va faire un truc 3 fois plus grand, donc ça va faire boum, ça va faire ça d'un coup. Ensuite, vous avez un trade perdant, ok, donc il va être un tiers de la taille des gagnants, donc il va redescendre ici. À peu près, ouais, là j'ai même redescendu un peu trop. Ok, bon bah on est bien, on est toujours en gain de capital, voilà, ça se passe bien. Ensuite, vous faites encore un gagnant, boum, ça vous amène là d'un coup. Ensuite, bah, vous êtes un perdant. Donc là, on est à un gagnant, un perdant, donc bah, c'est pas non plus foufou. Regardez à quel point rapidement notre capital monte. Que se passe-t-il si dans cette situation-là, on a plusieurs perdants d'affilée? Et là, c'est encore très caricatural, c'est sans la gestion du break-even, sans la gestion du break-even Darwin Trading, sans les prises de position 50% qui vont encore améliorer ce lissage-là de granularité. On a un deuxième perdant après, ça nous amène à peu près ici, et ben on est toujours en gain. Psychologiquement, et après on prend, après ces deux perdants-là, on finit par en prendre un gagnant, et boum, ça nous emmène là. Après on a un perdant, ok, on est là. On a allé en deuxième perdant, c'est pas cool, et puis boum, voilà. Donc là, ici, on a eu 1, 2, on a eu 3 gagnants, et on a eu 4 perdants. Là, ici, comprenez bien, vous avez eu plus de perdants que de gagnants, et pourtant, vous avez un capital qui augmente très vite, et de manière beaucoup plus lissée, alors là, je ne l'ai pas forcément bien mis à l'échelle, de manière beaucoup plus lissée, et avec moins de drawdown. Alors le drawdown, qu'est-ce que c'est? Le drawdown, c'est la distance de votre capital entre son point le plus haut et une série de trades perdants. Donc ça, cette hauteur-là, en baisse ici, c'est ce qu'on appelle en anglais un drawdown. Je ne sais pas s'il y a un mot et un équivalent en français. Cette distance-là ici, c'est entre le point le plus haut qu'on atteint avec son capital à un point bas avant que ça reparte à la hausse. Cette hauteur-là ici, c'est ce qu'on appelle un drawdown. Et plus ces drawdowns-là sont faibles, et plus psychologiquement, ça va être facile de trader, ça va être facile d'être discipliné, ça va être facile d'être constant, et ça va être facile après un trade perdant ou même une série de trades perdants de maintenir sa volonté, de maintenir sa constance et d'y retourner, puisque c'est cette constance-là et cette discipline-là qui va faire que vous allez être un trader rentable, voire très rentable sur les marchés. Donc c'est ça que je voulais exprimer dans le fait de refuser catégoriquement de prendre des opportunités en dessous de 1 pour 3 en ratio risque-récompense. Vous allez me dire, ah bah oui, mais du coup, on va prendre moins souvent des trades et on va moins souvent gagner ou perdre de l'argent, donc ça va avancer moins vite.
Déjà, ce n'est pas un très gros problème en soi, mais même pour ceux que ça dérange, n'oubliez pas que la stratégie est valable virtuellement sur n'importe quel UT et n'importe quel instrument. Donc rien ne vous empêche de prendre aussi plus souvent des trades en surveillant en parallèle plusieurs UT ou plusieurs instruments pour compenser éventuellement l'éventuel problème que pourrait représenter ça. Mais encore que pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Mais pour certains qui sont un peu trop impatients, bah voilà, vous pouvez aussi le gérer comme ça. Donc finalement, c'est que du gagnant. Je rappelle une dernière chose, et puis je vais revenir là-dessus parce qu'il y a une dernière chose que j'ai oublié d'expliquer par rapport à ça. C'est que la psychologie en trading, je vous le rappelle au cas où vous l'ayez oublié, c'est soit au minimum 60% de la réussite. Ce qui fait qu'un trader est gagnant. La psychologie dans le trading, ça représente 60% de la réussite. Un trader gagnant, c'est un trader qui est gagnant parce que dans toutes ses qualités, la plus importante de ses qualités, c'est une bonne psychologie, un bon mental, un bon mindset. Et le fait d'utiliser cette règle va tellement vous faciliter la psychologie et vous faciliter le fait d'avoir une bonne discipline et une bonne récurrence et une bonne persévérance mentalement dans votre trading. Dernière chose à vous dire avant qu'on passe un petit peu en revue des exemples concrets, parce que là je vous en ai montré qu'un seul pour l'instant. Il y a c'est ici, il y a une possibilité qui est que parfois le 1 pour 3 ne va pas être atteint. Alors du coup, je vais enlever ça, on n'en a plus besoin maintenant. Bon, voilà, on s'en fout un petit peu. Le 1 pour 3 ne va pas être atteint. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, donc je vous ai trouvé un exemple juste après ici. Et dans le même cas de figure, pattern en contre-tendance. J'espère que je l'ai trouvé très rapidement. Donc j'espère que j'ai bien pris en compte tous les éléments. Ici, on a un premier faux départ. On a ici une bougie rouge qui traverse. Puis de réaction. Alors la réaction n'est pas très forte. En plus, ce serait une pin bar. Donc probablement que je ne l'aurais pas prise. Ensuite, ça repart à la hausse, puis ça refait une tentative. Ça repasse en dessous des deux bandes de Bollinger. Et puis là, une très jolie réaction, une très jolie pin bar verticale qui clôture bien au-dessus des deux bandes de Bollinger dans un bel enfoncement, puis réaction instantanée. Donc probablement que le trade est valide. J'espère que j'ai rien oublié. Bref, c'est pour le ratio que c'est important ici. Donc là, ici, on annonce notre niveau de déclenchement qui est sur la clôture ici. On positionne notre stop là directement avec l'outil juste en dessous de la bougie en cours, donc en dessous de cette mèche qu'on voit là. Et on va aller chercher notre profit juste un petit peu en dessous des bandes de Bollinger blanches qu'on voit ici. Ici, ça nous donne un ratio risque-récompense, vous voyez, qui est à 2,01. Donc là, on n'est pas bon, on est à 1 pour 3. Alors, première chose par rapport à ça, il ne faut pas être nazi non plus. Si là, vous aviez un ratio qui est à 2,9, c'est bon, ça passe, ça reste quand même une très belle opportunité. Donc voilà, si vous trouvez que le trade est très joli, vous êtes à 2,9, voire même 2,8, voilà, ne vous empêchez pas de le prendre, c'est quand même encore très bien. Ce que je voulais vous dire est une règle qui va vous permettre parfois de prendre un trade. Là, normalement, vous ne pouvez pas prendre le trade parce qu'à 2, on est vraiment trop loin. Donc, il n'y a pas de négociation possible. Vous ne pouvez pas prendre le trade. Si, par ailleurs, vous dites, c'est quand même dommage parce que moi, je le trouve bien, ce trade. Ce que vous pouvez faire, c'est que si, et seulement si, vous avez une mèche sous la bougie de déclenchement, donc là, c'est le cas. Je vais zoomer un petit peu. Donc, vous voyez notre bougie verte ici. Vous avez une mèche dessous. Vous pouvez couper la mèche. Ce que j'appelle par couper la mèche, c'est-à-dire prendre votre stop et le remonter juste en dessous du corps de la bougie. Ça, c'est acceptable. Ça permet d'avoir malgré tout un positionnement de stop qui est acceptable, qui reste relativement solide malgré tout. Et le fait de juste faire ça, on va regarder à nouveau notre ratio risque-récompense, et il est passé à 3,25. Pourquoi? Parce que du coup, le ratio maintenant entre la distance du stop et de la récompense qui n'a pas bougé a augmenté. Donc là, je vous le remonte ici pour que vous voyez le chiffre bouger dynamiquement. Là, c'était le positionnement initial à 2. Je remonte le stop. Voilà, dessous, toujours pareil, 2 ticks en dessous du corps. Et là, je monte à 3,29. Donc on est au-dessus des 3. On est même au-dessus des 3. Donc là, c'est très bien. Ça reste malgré tout un positionnement de stop qui est moins solide qu'être en dessous, évidemment, mais quand même suffisamment solide et acceptable. Et ça nous permet d'avoir un bon ratio et d'entrer en position sur ce trade.
Si en revanche, vous n'avez pas de mèche en dessous, enfin en dessous dans le cas d'un achat et au-dessus dans le cas d'une vente, hein, tout est toujours inversé, symétriquement inversé dans ce que je dis. Prenons un exemple, même s'il n'est pas forcément valide sur cette bougie-là, que je ne suis pas sûr que j'aurais pris parce que j'ai une pin bar inversée ici, donc ça, j'aime pas les prendre, parce que ça indique une pression contrariante. Imaginons que je le décrète comme valide ici et que là, j'ai pas mon 1 pour 3. Bon, en plus, j'aurai mon 1 pour 3 probablement ici, mais c'est pas grave. Imaginons que j'ai pas mon 1 pour 3 imaginons, pardon, pas le jaune en face, le blanc en face, parce que là, dans un contre-tendance, il soit pas là, mais il soit là, et que du coup, vous voyez, on soit ici à 1,88. Voilà, en imaginant que ce soit valide comme ça. Pardon, et du coup, le stop est ici, donc là, voilà. Bon, imaginons voilà, il est à 2, il est ici. Bon, cas de figure hypothétique, ça va arriver. Là, ici, à ce moment-là, je n'ai pas de marge de manœuvre. Je ne vous autorise pas, entre guillemets, dans la règle de base, à couper le corps d'une bougie pour remonter votre stop. C'est trop dangereux, c'est trop risqué. Ça va vous faire beaucoup trop rapprocher le stop de la position. Et là, il va suffire qu'il y ait un moindre mouvement baissier, même qu'il soit du bruit, pour déclencher votre stop et que vous soyez sorti, entre guillemets, bêtement de position. Donc là, moi, dans mes recherches personnelles et statistiques sur le sujet, le fait de couper un corps de bougie, du coup, en plus, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. On le coupe à la moitié. Pourquoi à la moitié? Ça devient complètement, comment dire, arbitraire comme décision. Ça fait plus référence à un support ou une résistance, même légère. Donc moi, je vous le déconseille. Là, malgré tout, le stop sous la clôture, ça correspond quand même à un support, pas très fort, mais un support quand même. Ici, si je coupe en plein milieu de ma bougie ici pour remonter mon stop, au cas où j'en ai besoin, ça correspond plus à rien du tout. Donc moi, je vous recommande de ne pas le faire. Et dans ce cas de figure-là, vous vous abstenez tout simplement. Donc si je reviens sur le process total avant de passer en revue quelques autres exemples concrets, risque-récompense, toujours minimum de 1 pour 3. Utilisez l'outil position. Si le 1 pour 3 ne peut pas être atteint, je vous autorise à couper la mèche si c'est possible. Si vous ne pouvez pas couper le mèche parce qu'il n'y a pas de mèche, eh bien, dans ce cas-là, vous ne prenez pas le trade. Voilà. Je vous ai expliqué les raisons pourquoi. Maintenant, passons en revue quelques exemples supplémentaires. Donc ici, nous avions vu un trade où on était validé avec la règle. Ici, nous avons vu un trade validé et un exemple un petit peu plus imaginaire dans lequel il n'était pas validé à cause de l'impossibilité de la mèche. Regardons maintenant les trades en tendance. Donc là, nous avons une opportunité en tendance ici. Les niveaux sont encore marqués ici. Le niveau jaune, je vais zoomer un petit peu, qui est ici. Le stop qui est ici. Le break-even, on s'en fout. Et le take profit qui est la bande de Bollinger jaune en face. Donc là, utilisons l'outil position. On se positionne pile sur le niveau d'ouverture ici. On ajuste le stop pour le mettre sur notre stop et on ajuste le take profit pour le mettre sur notre take profit. Et on regarde la mesure. On est ici à 3,14. On est au-delà des 3 recommandés. Donc il n'y a pas de problème. On peut prendre le trade. Alors maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, dans les différentes opportunités qu'on avait passées en revue dans les modules précédents, j'ai encore laissé les annotations. Si vous vous rappelez du trade dans lequel je vous avais dit, celui-là au niveau des règles, c'était celui-là. Que vous connaissiez au niveau des règles de zone et d'impulsion, on était bon. Par contre, il manquait un dernier élément de money management qui aurait fait que on n'aurait pas pris ce trade et donc du coup, ça nous aurait évité de se faire stopper. Donc je l'avais encore gardé noté, donc ça tombe bien. Je vais vous le montrer. Je vais enlever ça. On n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Donc je vais utiliser des niveaux. Je vais réutiliser ces niveaux-là pour éviter d'avoir 10 000 traits sur le graphique. Il y en a déjà bien assez comme ça. Donc c'était celui-là. Hein, voilà. Le déclenchement ici. Le stop ici à peu près. Le break-even, on s'en fout. Ça ne rentre pas en considération pour le calcul. Donc là, c'était un trade de contre-tendance. Donc du coup, là, le break-even, il serait là. Et donc, le take profit, le premier take profit, c'est les bandes de Bollinger blanches quand on est en contre-tendance. Donc là, ici, je vais enlever le break-even parce qu'on s'en fout ici, on verra mieux parce que là, il y a déjà beaucoup de bordel. Donc là, on va prendre l'outil, position. On va positionner comme ça et on va faire les ajustements. Donc là, je fais un ajustement sur mon stop et là, ça tombe bien, je suis pile dessus. Donc là, quel est mon ratio? Il me dit j'ai un ratio à 1,39. Donc là, on est loin du compte.
Est-ce que je peux ici couper une mèche éventuelle qu'il y aurait en dessous? Non, il n'y a pas de mèche en dessous ici. Je ne peux rien couper. Donc ici, il n'y a rien à faire. Ce trade-là, étant donné que le ratio n'est pas bon et que il n'y a rien que je ne puisse faire pour améliorer ce ratio, eh bien, je ne prends pas ce trade. Et vous voyez que ce trade-là, finalement, on fait bien avec notre règle de ne pas le prendre, puisque directement la bougie d'après, bam, il va aller toucher notre stop. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ici? Eh bien, tout simplement parce que on est sur quelque chose d'assez contracté, qui se voit bien justement, notamment avec ce ratio risque-récompense. En fait, ce que représente le ratio risque-récompense que vous comprenez, c'est aussi, vu qu'on est ajusté plus ou moins, plus que le stop en gros est plus ou moins ajusté sur un côté des bandes de Bollinger et que le take profit est plus ou moins ajusté sur l'autre côté des bandes de Bollinger, eh bien en fait ce que notre ratio récompense va représenter ici, c'est quand on prend notre trade, où est-ce qu'on se situe dans le spectre de l'épaisseur totale des bandes de Bollinger. Et plus les bandes de Bollinger vont être contractées, et plus généralement le ratio risque-récompense va être mauvais. Et ça tombe bien qu'il soit mauvais et qu'on soit dans l'impossibilité d'y aller, puisque si on a des bandes de Bollinger qui sont contracté ou même pas contracté d'ailleurs, on peut être dans une situation où, en fait, je vous dis une bêtise, c'est pas forcément un problème de contracté ou pas contracté, excusez-moi, je retire ce que je viens de dire. C'est pas forcément une question de contracté ou pas contracté, c'est une question de où est-ce que nous, on se situe à ce moment-là dans la hauteur générale des bandes de Bollinger, qu'elles soient contractées ou pas. Et en fait, si notre opportunité, elle se situe beaucoup trop plus ou moins vers la mi-hauteur, et bien en fait, notre potentiel pour finir la correction, donc la profondeur de correction et la profondeur de récupération de cette correction, eh bien, elle va diminuer de plus en plus. Donc finalement, le ratio risque-récompense, c'est pas juste parce que j'ai envie de gagner plein d'argent, alors je le mets loin. Le fait de le filtrer comme ça va aussi naturellement, sans que vous ayez à vous poser la question, filtrer des positions dans lesquelles en fait c'est déjà trop tard entre guillemets, dans lequel on a un potentiel de retour de correction qui n'est pas très intéressant. Et généralement, c'est dans ces cas de figure-là, ça filtre positivement les mauvais trades. Alors si je passe en revue encore quelques autres trades, alors je vais enlever mes droites maintenant que vous avez compris le principe, parce que ça recharge vraiment. Vous pouvez après travailler juste avec ce petit outil graphique, vous n'avez plus besoin de mettre d'autres lignes que ça en fait. Vous positionnez, donc là on avait un déclenchement valide ici, je vais zoomer un petit peu. On va mettre notre stop donc ici, et on est en contre-tendance. Notre take profit, donc sur le côté opposé des bandes de Bollinger blanches. Ici, je suis à 1 pour 5. Et d'ailleurs, au passage, regardez, c'est absolument incroyable. Je vous le disais, j'ai insisté, c'est minimum 1 pour 3. Mais en fait, vous allez avoir, dans le pire des cas, des trades qui vont vous rapporter 3 fois plus que le risque que vous avez pris. Mais c'est le minimum. Et vous allez avoir aussi des trades qui vont vous rapporter 4 fois, 5 fois, comme c'est le cas ici, 6 fois, 7 fois. Et moi, j'ai constaté jusqu'à 10 fois le risque que vous avez pris. Donc, imaginez quand vous avez pris un trade à 1 pour 10, imaginez par exemple que vous ayez risqué 1% de votre capital sur ce trade-là parce que vous êtes sur une unité intermédiaire style H1 ou H4 par exemple, eh bien, votre capital, en tout cas votre capital déposé chez ce courtier-là, va augmenter de 10% sur un seul trade, et ce, en étant dans des conditions de sécurité qui sont absolument irréprochables. Et derrière ça, mais psychologiquement, mais c'est incroyable, parce que vous rendez-vous compte que quand vous avez pris un trade comme ça, alors je ne vais pas vous raconter des salades, il n'y en aura pas tous les 36 du mois, mais il y en aura quand même de temps en temps. Les 8 prochains trades que vous pouvez prendre, potentiellement, vous pouvez les foirer et vous êtes toujours en gain de capital. Donc, vous allez voir à quel point après, ça va vous permettre de relativiser l'agressivité de ces trades. Et en fait, au début, psychologiquement, vous allez avoir peur de prendre ces trades-là, mais en fait, plus le ratio risque-récompense va venir vous récompenser, rebalancer une confiance à prendre ces trades qui sont particulièrement dangereux, et que psychologiquement, vous arriviez quand même à déclencher l'ordre en étant serein et en craquant pas psychologiquement, parce que vous savez que dans le pire des cas, vous allez perdre 1. S'il n'y va pas, vous avez payé pour voir, et celui d'après vous rapportera au minimum 3, 4, 5, 10.
Voilà. Est-ce que je peux vous montrer encore deux, trois autres exemples? On a celui-là par exemple, qui a été marqué comme valide ici. C'était un contre-tendance encore. Le stop est ici. Le take profit est à peu près ici. On est 1 pour 3,51, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, ici c'était OK. Alors là, on est dans l'autre sens. Là, on est en short. Donc vous sélectionnez short à gauche. On a le déclenchement ici. On a notre stop qui est ici. On a notre take profit qui est à peu près ici. Et là, on est à 1 pour 86. Donc là, on n'est pas bon. Il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que là, on a une mèche. Par contre, est-ce qu'en rapprochant la mèche, ça va nous permettre d'être bon à peu près un petit peu au-dessus du corps? Là, ça nous fait passer à 1 pour 4,71. Donc là, du coup, on peut déclencher ce trade. Ce qui va se passer avec ce trade, c'est que comme je vous l'avais dit, donc pour les trades contre tendance, quand le prix atteint la moyenne mobile ou quasiment atteint la moyenne mobile blanche intermédiaire, vous allez mettre en sécurité, en contre-tendance, mettre en sécurité votre trade. Donc là, je fais ma mise en sécurité en rapprochant mon stop quasiment en neutre. Et il se trouve ici qu'après, il n'arrive pas à se rapprocher suffisamment pour aller attraper l'autre côté des bandes de Bollinger. Il se retourne pour aller, eh bien, pas déclencher votre stop du coup, mais déclencher votre stop, mais déclencher votre stop à break-even et non pas en perte. Donc au final, ce trade-là, vous êtes sorti à break-even et vous n'avez pas perdu d'argent. Sachant que celui d'avant, vous êtes bien gavé, donc vous êtes bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en avait d'autre ici? Non, ça du coup on avait vu là, voilà. Donc du coup on avait vu des cas de figure en tendance, en contre-tendance, des cas où c'était invalidé, des cas où on devait couper et des cas où ça fonctionnait pas du tout. Donc je pense que voilà, j'ai passé suffisamment de temps à vous montrer comment ça fonctionne. De toute façon, encore une fois, dans le dernier module, je vais refaire du screening de zéro en reprenant tous les éléments à la fois d'entrée en position et de money management pour vous recompiler l'intégralité du processus en un seul mouvement et en une seule réflexion.